Sunday Night Production. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur et aujourd'hui nous vous proposons un épisode exceptionnel enregistré depuis l'île de la Réunion à l'occasion du Grand Raid. C'est parti. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous accueillir ici sur l'île Attance à l'occasion de la Diagonale des Fous, l'ultra trail le plus dur du monde. Nous allons en première partie d'émission débriefer ensemble de cette édition 2022 de la Diagonale, puis nous allons accueillir les championnes et champions de cette course afin qu'ils nous livrent en avant-première leur impression et en plus on vous réserve encore plein de surprises, donc restez bien avec nous jusqu'au bout. Bref, vous l'avez compris, ça va être un épisode exceptionnel et pour débuter ce programme, j'ai le plaisir d'accueillir, comme c'est un peu maintenant la coutume sur le trail, Adrien Séguré. Il est entraîneur, sélectionneur de l'équipe de France de trail. Il a suivi pour nous cette diagonale de l'intérieur et il va nous livrer son analyse sur cette très belle édition anniversaire. Adrien, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Alors il y a un petit peu de bruit aujourd'hui, on est vraiment sur le stade de la délivrance, donc vous allez entendre de la musique, de l'ambiance, mais c'est ça aussi le Grand Raid. Comment est-ce que ça va ? Eh bien, ça va super bien. Bonjour à tous. Bonjour Guillaume. Adrien, on peut dire que cette année, ça a été déjà le Grand Raid fêtait ses 30 ans. Ils nous ont réservé un petit peu de surprise et on peut dire que on a été particulièrement gâtés avec notamment une Courtney Dauwalter survoltée et bagarreuse. Pourtant, un cador de la discipline manquait à l'appel, François Dahem, qui était embêté par une blessure et donc malheureusement il n'a pas pu prendre le départ, ce qui a laissé le champ libre finalement à une pléthore de concurrents et ils étaient très nombreux cette année à pouvoir prétendre à monter sur la plus haute marche du podium au stade de la Redoute. Avant le départ, c'était quasiment impossible de savoir qui allait triompher entre Davidos, Lambert Santilli, Nicolas Rivière, Daniel Young, Grégoire Kummer, Germain Granger. Et là encore, la liste, on les cite même pas tous tellement la liste elle était longue des favoris. Toi, en tant qu'observateur, à quoi est-ce que tu t'attendais cette année, surtout au vu des temps de passage annoncés? Je sais pas si tu as pu en voir quelques-uns, mais qui étaient quand même complètement dingues. À quoi tu t'attendais, toi ? Je m'attendais à une édition assez ouverte, surtout chez les hommes. Je m'attendais vraiment à ça. Maintenant, c'est vrai que du coup, voilà, tout le monde annonçait à se dire mais il n'y a pas François. François, il était blessé depuis quelques temps. Mais il faut pas dire que par exemple que Beignat a gagné parce qu'il n'y avait pas François quand on voit le temps qui met en fait le chrono qui met avec la rallonge de parcours qu'il y a eu cette année, le niveau en fait de l'édition, de la 30e édition de la Diagonale est stratosphérique. Et c'est vrai que c'était très intéressant parce qu'il y a une très belle densité au début. Je sais pas si quelqu'un avait mis le tiercé dans l'ordre en fait de l'arrivée, mais il fallait être vraiment très bon. Donc c'est vrai que du coup ça rendait une édition très ouverte et très très intéressante parce qu'il y avait une sacrée densité cette année. Alors tu l'as dit, c'est vrai que cette année il y a une particularité, c'est que le parcours il a été un petit peu rallongé, ils ont été généreux pour cet anniversaire. Est-ce que tu peux nous expliquer d'ailleurs pourquoi finalement on a rallongé quelques kilomètres et un peu de dénivelé en plus sur cette édition-là ? Alors j'aurais pas la raison exacte en fait de la rallonge en fait de ce passage, mais c'est vrai que le passage en fait supplémentaire qu'il y a eu même à Kervegan et tout ça qui a été vraiment très très difficile, et puis en plus ça a été des endroits où la météo était assez dure en fait là-haut avec du vent froid en pleine nuit et sur un chemin qui était ultra technique en fait, qui était incourable, donc avec une descente très technique derrière, donc ça a rajouté tout le monde est assez unanime là-dessus, bien 1 heure de course en fait à la course. 1 heure de course, surtout à la Diagonale des Fous, c'est pas rien. En tout cas, niveau sur le plateau élite, chez les femmes, la machine américaine Courtney Dauwalter, elle a cristallisé un peu toutes les attentions. Pourtant, elle était loin d'avoir le champ libre, puisque face à elle, d'autres championnes de la discipline comme Sabrina Stanley, qui est la victorieuse en 2019, ou encore Anne Lins Rousset-Séguré, la détentrice du record du GR20, avaient très envie de montrer aussi de quoi elles étaient capables. Mais voilà, Courtney, elle était en
forme, prête à en découdre, et on peut dire qu'elle a mis tout le monde d'accord. Ouais, mais c'est vrai qu'en fait Courtenay a été énorme. C'est vrai qu'elle fait d'habitude, elle fait vraiment des grosses courses, mais alors là, pour moi, c'est la plus grosse performance qu'elle ait faite en fait. Je pense, ou ça en fait partie parce que c'est énorme. Elle a joué quand même le podium au scratch pendant longtemps, alors que les mecs étaient vraiment sur des temps déjà qui étaient fous. Et c'est vrai que ça a été très 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 fort de sa part. Elle était très attendue. On lui annonçait de la concurrence. Ben, elle s'est tout simplement sublimée, je pense, et puis elle a écrasé la concurrence en face. Ouais. Tu as remarqué, cette année, c'est parti quand même assez vite, avec des temps de passage assez impressionnants. Alors, on l'avait déjà vu aussi sur l'UTMB, même si ça fait quelques éditions, où on voit quand même que le départ, dès qu'il y a un peu de route, ça va à 17-18 km/h sur même plusieurs kilomètres. La Diagonale des Fous, finalement, c'est vrai que on a cette impression que c'est pas forcément la bonne stratégie. Toi, en tant qu'entraîneur, est-ce que tu penses que dès le départ, c'est parti peut-être un petit peu vite et que certaines personnes, certains coureurs ont été victimes de leur propre attaque? Alors, je pense que c'est sur le premier kill, je sais pas si c'est parti vraiment très vite. Je pense que dès qu'ils ont attaqué, par contre, après, il est parti un petit peu de montée, tout ça, c'est vraiment parti vite. Je pense que de toute façon, à la Diagonale des Fous, il faut rentrer dans le sas de départ assez tôt. Donc on peut pas clairement s'échauffer. Donc partir en fait vraiment très vite, c'est la plus grosse bêtise. Ils partent directement en fait en dette d'oxygène. Ils vont charger complètement les jambes en fait d'entrée. Et forcément derrière, quand on part sur la montée qu'il y a derrière, ça monte pendant 40 bornes quand même derrière. Donc du coup, c'est suicidaire en fait de partir trop vite. Donc je pense que ça a été à peu près bien géré pour la plupart cette année. Mais on a vu, oui, des erreurs avec des coureurs un petit peu tout fous en fait au début et malheureusement que l'on n'a pas vu après. On peut parler aussi un peu, on va revenir sur le peloton féminin. Toi, qu'est-ce que tu penses un peu de cette course? Est-ce qu'on peut dire que cette année quand même, c'est les femmes qui ont marqué cette 30e édition, 30e anniversaire, le 30e anniversaire de la Diagonale des Fous? Les femmes ont marqué cette édition, alors aussi grâce à Courtenay, parce qu'en fait Courtenay a tellement mis d'attention sur cette course-là, c'était l'attraction. Avoir Courtenay au départ de sa course, c'est quand même incroyable, donc du coup elle a attiré beaucoup d'attention. Donc forcément ça a mis la lumière sur les femmes, c'était la grosse question, mais est-ce que quelqu'un serait capable en fait de pouvoir bousculer un petit peu Courtenay? La réponse elle a été très vite vue, c'est très vite connue. Mais ça les a mis en lumière et c'est vrai qu'il y avait un plateau où tous les ans il n'y a pas un plateau comme ça en fait, parce qu'on retrouvait quand même Anne-Lise qui avait fait une énorme performance sur le GR20. On retrouvait une fille comme Sarah Viol qui était très peu annoncée avant, mais Sarah elle a gagné l'UTPMA de très belle manière, elle fait 6e au scratch sur l'échappée belle et elle était moi elle faisait vraiment partie de mes favorites. Il y avait une Sabrina, elle était 3e d'ailleurs, elle a souvent au début de course elle occupait la 3e place. Ouais, elle fait une bonne début de course et c'est vrai que c'est dommage qu'elle craque un petit peu après, mais il y avait Sabrina Stanley aussi, Anna Carlson, et mine de rien ces 5 filles là c'est quand même du très costaud dans le monde de l'ultra, donc c'est chouette que ça ait mis un petit peu de lumière sur les filles. C'est vrai que là, on parle de Courtenay, de Walter, mais tu as bien raison de le préciser. Anne-Lise, Sylvaine Cussot, Sabrina, il y a une vraie résistance. Ces filles, elles se sont battues. On a les 3 premières féminines qui arrivent en moins de 31 heures sur le parcours, le nouveau parcours, où alors officiellement, il y a 6 km en plus, 1000 mètres de dénivelé en plus. Là, vraiment, elles sont allées chercher au bout d'elles-mêmes, les filles. Ouais, du coup ça a été les perfs qu'elles sortent, c'est impressionnant parce que on a beaucoup d'éditions de la Diagonale qui se gagnent en 29-30 heures chez les filles et là chez les hommes 29-30 heures chez les filles. Ah pardon. Chez les hommes ça se gagne plus vite, mais du coup non ça veut dire que là en fait quand ça se gagne en 24 heures et quelques, on voit du coup Anne-Lise qui passe sous les 29 heures et Carlson et Sarah qui passent sous les 31 heures, quand on sait qu'en fait on a, sûrement quand je vois tous les athlètes là, que j'ai qui passent tous sur leur montre à plus de 170 km avec 11 000 de positif, forcément en fait avec cette rallonge là ça fait s'il faut ajouter 1 heure, 1 heure et demie par rapport à ce qui se fait d'habitude, les temps sont quand même énormes en fait cette année et on a quand même 4 filles qui auraient pu gagner déjà beaucoup d'autres éditions.
En tout cas, dans son staff à Courtney Dauwalter, les équipes de Salomon, pour eux, l'ambition, elle était simple. Ils visaient la victoire, ou tout du moins mettre Courtney sur le podium au scratch. Et ils étaient convaincus qu'en tout cas sur cette édition-là, elle avait tout à fait les moyens de pouvoir se battre avec la tête de course. Et finalement, on ne peut pas forcément leur donner tort au vu des résultats qu'on a vus. Du coup, ça pose une question. À ton avis, est-ce qu'il faut encore genrer la performance des athlètes sur Ultra Trail? Est-ce que ça a encore du sens quand on voit Courtney Dauwalter qui est 4e de l'épreuve, ou encore même Anne-Lise qui finit dans le top 20, mais si elle avait été en pleine possession de ses moyens, je pense qu'elle aurait largement pu faire un top 10. On peut parler aussi du TMB sur l'édition de 2021 où on avait beaucoup de filles dans le top 10. Alors, c'est pas pour rentrer dans un débat d'idéologie sur le genre, parce que bon, voilà, on reste un podcast de course à pied, on va épargner nos auditeurs sur ces sujets-là, mais là c'est factuel. On a une femme qui a même été 3e, qui s'est bagarrée pour le podium. Toi, c'est quoi ton avis par rapport à ça? Est-ce que tu penses que il faut encore genrer les catégories? Est-ce qu'on doit encore parler de favoris féminins, masculins? Est-ce qu'il n'y a pas que des favoris sur Ultra, point barre? Non, il faut quand même garder les pieds sur terre là-dessus. Il y a des études scientifiques qui sont faites actuellement là-dessus. Il y en a quelques-unes qui sont sorties, qui sont passionnantes. Donc on ne va pas rentrer vraiment dans les détails physiologiques maintenant. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit que de toute façon, plus la distance est longue et plus l'écart en fait se réduit entre les hommes et les femmes. Mais la courbe ne s'est pas inversée non plus. Donc il faut quand même garder un petit peu les pieds sur terre là-dessus, et puis vraiment penser vraiment que Courtney est quand même hors norme actuellement, et du coup il faut garder un petit peu ça à l'esprit. On sait qu'il y a des femmes qui sont capables sur du long de pouvoir être très très fortes, mais même sur une diagonale des fous où il faut quand même beaucoup de force, beaucoup d'endurance de force, avec le parcours exigeant qu'il y a, les hommes ont quand même encore un avantage. On va revenir un peu sur la tête de course. Scénario presque, j'ai envie de dire, habituel sur la diagonale, avec 2 athlètes, Beñat Marisol, qu'on va recevoir dans quelques instants, et Jean-Philippe Tchoumi, qui se sont détachés assez progressivement du peloton de tête afin de faire le trou sur les poursuivants. Un scénario finalement qui a été assez le même que l'année dernière, et puis c'est aussi courant de voir ça, un duo d'athlètes qui s'échappent, comme si finalement sur la diagonale des fous, la meilleure stratégie à avoir, ce serait peut-être de faire une course d'équipe, tout du moins en duo, au vu peut-être des difficultés que représente le parcours. On sait que les nuits peuvent être assez compliquées sur la diac. Est-ce que tu penses que, en tout cas sur la diagonale des fous, vouloir faire bande à part et partir seul, c'est presque du suicide? Ouais, après c'est le scénario qui s'est produit comme ça. Je pense que si quelqu'un est très costaud et tout seul, l'avantage sur un ultra, c'est que tout seul aussi, ça permet d'être dans sa bulle et de jamais subir en fait les à-coups de l'autre. Je pense que par exemple Beñat et Jean-Philippe n'avaient pas exactement les mêmes qualités, que ça soit en montée, en descente, mais ça c'est Beñat qui en parlera beaucoup mieux que moi après. Mais du coup ils se sont tirés l'un l'autre en fait pour y arriver, sauf que quand on se tire l'un l'autre, à un moment donné, se tirer dessus pendant 170 bornes, c'est quand même très très long, donc c'est une grosse prise de risque. Moi honnêtement, quand je les ai vus partir tous les deux depuis le début, je me suis dit waouh, j'ai peur qu'il y en ait un des deux qui craque, parce qu'à un moment donné, c'est compliqué que les deux soient en aisance tout le temps, donc forcément ils sont mis à rude épreuve tous les deux, et ça se joue vraiment sur la fin. Donc je sais pas si c'est le scénario idéal. C'est vrai que ça se reproduit à certaines reprises. Ça permet de se pousser dans les moments difficiles, de se soutenir et puis de se forcer à accrocher l'autre. Donc ça peut être une stratégie gagnante, mais je ne pourrais pas dire que ça soit la stratégie gagnante. Alors si on met de Courtney Dauwalter un peu de côté, parce que bon, incontestablement, c'est vraiment elle qui a marqué cette édition de par ses qualités et cette performance. Toi, qui t'a vraiment impressionné dans cette course, si tu devais un peu mettre en lumière 2 athlètes qui vraiment t'ont fait grand effet, ce seraient lesquels? Courtney, bien sûr, comme tu le dis, on va pas en reparler tout le temps, mais parce que ça a été, tout le monde s'en est aperçu. Elle a été au-dessus du lot complet, et c'est ce qui est vachement, qui a été impressionnant. Donc il y a Courtney. Après, moi clairement, il passera après, mais Beñat m'a vraiment impressionné. Je le savais fort.
moi c'est facile à dire, vous me direz après, mais je l'avais dans mon tiercé de tête, bien sûr, et je savais ce qu'il avait fait l'an dernier, je savais ce qu'il avait fait cette année, je sais que c'est quelqu'un qui a une capacité de récupération qui est très rapide, et justement plusieurs personnes m'ont dit oui, mais après ce qu'il a fait à l'UTMB, est-ce qu'il va passer? C'était le doute, hein. C'est vrai qu'on avait peur que sur la fin de course ça bûche un peu, on sait le chemin des Anglais, on se souvient de François Daen qui avait un peu craqué dans cette partie-là, justement avec la fatigue. Là, ça n'a pas été le cas. Ouais, après, voilà, c'est quelqu'un qui est résistant, qui a un gros mental et qui récupère très vite. Donc c'est clair que, moi j'y croyais beaucoup, et quand je l'ai vu à Roche-Plate aussi, l'aisance qu'il avait, encore, bien sûr, il avait mal aux jambes, mais l'aisance qu'il avait, la lucidité qu'il avait, pour moi, l'arrivée, elle était claire. Justement, en parlant de récupération, on voit qu'il y a quand même une tendance qui se dessine avec des athlètes qui enchaînent de plus en plus les ultras, alors qu'il y a quelques années, c'était impensable de faire ça. Toi, c'est quoi ton avis par rapport à ça? Est-ce que finalement, il ne faut pas aussi peut-être revoir sa copie sur les capacités des athlètes à enchaîner, alors peut-être pas 5-6 ultras comme on peut le voir chez certains coureurs, mais peut-être à revoir sa copie sur qu'est-ce qu'on peut faire en fonction des uns et des autres? Alors moi je suis très prudent sur l'ultra, parce que c'est vrai que on peut voir quand il y a une exception qui arrive à enchaîner les ultras là-dessus. Après, ce qu'il faut bien être lucide aussi, c'est qu'est-ce qu'on veut donner, quel profil on veut donner à sa carrière. Et si c'est pour se dire, voilà, je fais 3 ans à fond et puis derrière, après on m'oubliera parce que de toute façon, je vais craquer complètement et j'ai un physique qui ne tient plus, c'est une option. Moi, je ne prends pas cette option-là avec mes athlètes, et je préfère avoir des coureurs qui tiennent sur le long terme, d'avoir des vraies phases de préparation, des vraies phases de récupération, et je préfère partir là-dessus. Forcément, quand vous voyez les athlètes dans l'état où ils arrivent, on sait qu'en fait la récupération va passer en 2 jours. Une carrière, c'est long, tu as raison de le préciser, de le remettre un peu de remettre un peu les points sur les i, et surtout sur ultra ça peut durer quand même pas mal de temps, donc voilà, autant se ménager un petit peu. On va sortir un peu de la performance, quoique cette année il y a une particularité, c'est que l'AFLD, l'agence française de lutte contre le dopage, était aussi présente pour cette 30e anniversaire. Dès le départ ils ont annoncé aux participants qu'ils allaient procéder à un contrôle antidopage sur les 5 gagnants des catégories. Alors c'est vrai que pour le grand public ça peut sembler peut-être un peu étrange d'annoncer comme ça les contrôles à l'avance, mais pourtant il s'agit bien d'une stratégie assumée de l'AFLD. On voit aussi que sur le trail il y a de plus en plus de questions du dopage autour de ça. C'était un monde qui était un peu épargné, mais là l'actualité semble démontrer que c'est un problème qui touche vraiment tous les sports, et évidemment le trail aussi, d'ailleurs ça je pense toujours été le cas, c'est plutôt dans la tête des gens. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus sur le but de cette annonce, de dire aux coureurs attention, on va contrôler, on est là et on va contrôler? Ouais, alors c'est ce que j'ai entendu aussi, c'est ce que même sur le ravitaillement Anne-Lise m'a dit, et c'est la première en fait ravie en fait qu'il y ait des contrôles, parce que c'est vrai que ça fait toujours si quelqu'un triche, ça fait toujours mal de se retrouver en fait derrière cette personne-là, donc forcément je trouve ça moi très très bien. Après la stratégie elle est claire, c'est de pouvoir aussi dire si tu vas au bout, il faudra assumer si tu as fait une bêtise. Donc du coup, je trouve ça très très bien. Et c'est de la dissuasion. Et ça montre qu'en fait, ils sont là, ils s'intéressent au trail, ils font leur job. Parce que, on disait toujours, le trail a été épargné jusque-là. Moi, j'y crois pas trop. Le trail, il y a eu des choses qui sont passées, sauf qu'en fait, on peut dire qu'il est épargné quand on ne contrôle pas. Il y a des sports où justement on se dit ce sport-là est épargné. C'est surtout que ce sont des sports où il n'y a pas de contrôle. Mais donc là, c'est bien justement qu'à un moment donné, la FLD, ils mettent le nez dedans. Ouais. Bon, quand on voit qu'il y a même du dopage dans les échecs, tu vois, donc le dopage est vraiment partout. D'ailleurs, ça permet d'éviter un peu les médailles sur tapis vert. On sait qu'à Sierre-Zenal, par exemple, Andrew, l'Espagnol, il a été déclaré vainqueur, mais après coup, il n'y a pas la cérémonie, il n'y a pas la visibilité médiatique. Donc ça, c'est vraiment embêtant. Par contre, pour parler un petit peu de Sierre-Zenal, moi, je tiens à passer quand même un petit coup de gueule. J'en profite qu'on soit là sur la Diagonale des Fous parce qu'on n'avait pas pu le faire. Alors, je rappelle les faits. Le Kenyan Mark Kengogo a été contrôlé positif à la suite de sa victoire sur Sierre-Zenal récemment, et c'est vrai que sur les réseaux sociaux on a vu quand même une avalanche de commentaires qui étaient je vais pas dire très limite, mais qui en tout cas moi j'ai trouvé révoltant, où il y avait beaucoup d'amalgames notamment autour des coureurs africains que certaines personnes finalement pensent et le disent même ouvertement, on pouvait lire ça, qui n'ont rien à faire finalement sur le trail parce qu'ils seraient dopés. Ces amalgames qui moi personnellement me mettent en colère. Je pense surtout qu'il n'y a pas de problème de dopage en Afrique, ou en tout cas il n'y en a pas plus en Afrique que tu vas en avoir aux États-Unis, que tu vas en avoir en Espagne, que tu vas en avoir en Russie, en Chine. Effectivement il y a un problème peut-être de contrôle antidopage, et là il
faut aussi que la FLD peut-être ait une stratégie un peu plus centralisée pour que chaque pays ait des contrôleurs internationaux et que chaque pays on soit soumis aux mêmes contraintes. Et voilà, parce que c'est aussi une organisation pour les athlètes, ils doivent se localiser. En France, il y a le GC Adams et il faut que tous les athlètes finalement soient contrôlés avec autant de rigueur si on veut un minimum d'équité. Mais stigmatiser comme ça les coureurs africains, et surtout que ces personnes vantent aussi l'esprit du trail. Non messieurs, c'est pas ça l'esprit du trail. Tout le monde a sa place sur trail, qu'on vienne d'Afrique, qu'on soit un coureur sur route, qu'on soit une femme, qu'on vive en ville. C'est un sport et c'est ça la beauté du sport. Tout le monde a sa place. Toi, je sais pas ce que tu en as pensé, mais je pense que c'est important de le dénoncer. Ouais, après il faut comprendre que en Afrique, il y a certains pays qui n'ont pas justement d'agence en fait nationale contre le dopage, comme la FLD qui est française. Donc c'est ça le gros problème également. Donc c'est pour ça que du coup forcément quand il n'y a pas en fait d'agence nationale, c'est très compliqué de pouvoir avoir un pouvoir de dissuasion et dans un pays. Donc ça c'est très complexe. Donc forcément ça passe par là. Après Marc Kangogo a fait une grosse erreur. C'est pas une erreur collective, c'est pas du tout un dopage organisé. J'ai eu son manager en fait au téléphone juste après justement l'annonce parce que c'est quelqu'un que je connais, c'est un Suisse et du coup il était dégoûté parce que il essaye de faire avancer les choses là-bas, en plus avec une association aussi humanitaire à côté et du coup Marc a fait quelque chose où il a trouvé ça sur entre guillemets le marché noir en fait à côté et du coup il s'est procuré ça, il a fait une bêtise et il a mis du coup dedans tout le groupe alors que c'est une grosse bêtise individuelle et c'est absolument pas un dopage organisé comme on a pu avoir dans d'autres pays. Effectivement, et puis rappelons aussi, toi tu connais bien le Kenya, moi c'est aussi un pays que je connais bien, rappelons aussi que les coureurs kenyans sont les premiers victimes de ça, puisqu'il y a une énorme densité de coureurs, il y a des sélections et c'est pas tout le monde qu'on envoie en Occident pour aller courir, et il y en a qui s'entraînent extrêmement dur, qui vivent la course à pied, qui sont clean, et qui sont aussi privés de sélection à cause de ça. Il y a eu des manifestations devant le siège de AKA, alors c'est Athlétique Kenyan, c'est la fédération, l'équivalent de la fédération d'athlétisme, où les athlètes kenyans demandaient justement plus de contrôle, plus de rigueur, donc il faut arrêter comme ça de mettre tout le monde dans le même panier, de stigmatiser des communautés, des coureurs, ça n'a aucun sens. Et puis si vous voyez aussi passer des choses sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à faire un peu de pédagogie, je pense que c'est important aussi. Avant d'accueillir Benyat, on va l'accueillir dans quelques 30 secondes, je voulais quand même te faire réagir sur les championnats du monde. Je crois que bientôt tu seras en Thaïlande. Mais oui, du coup je passe pas par la maison, je pars directement en Thaïlande dès demain. Donc du coup on a une très belle équipe de France en fait pour aller sur ces mondiaux. Donc du coup, je suis vraiment ravi d'y aller. J'ai vu les listes d'inscrits, il y a un énorme plateau, ça va être des quelques jours de compétition extraordinaire, et une découverte aussi d'un terrain qui va être vraiment intéressant. Donc il me tarde déjà d'être là-bas. Ouais. Quelles sont les ambitions un peu ? Est-ce qu'on peut être confiant ? Est-ce qu'on va voir un peu les Français briller ? Alors tu sais que c'est pas pour mettre la pression, mais tu sais qu'on est un peu chauvin, nous en France, on veut. Et puis maintenant il y a vraiment, on voit que les championnats du monde sur trail, ça commence à quelque chose d'être très attractif. On voit que les coureurs aussi, les coureuses se mobilisent. Est-ce qu'on peut être confiant de voir un peu la Marseillaise en Thaïlande chanter ? Dis-nous tout. Mais moi j'espère que ça. De toute façon on sait que la Thaïlande c'est un très beau pays touristique, mais moi je suis pas là pour aller faire du tourisme là-bas. J'y retournerai si c'est vraiment très joli et faire du tourisme l'autre jour. Là on y va pour aller justement essayer de faire du mieux qu'on peut, essayer de truster le maximum de podiums, que ce soit en individuel ou par équipe parce qu'on a 4 belles équipes en fait au niveau du trail. Eh bien écoute, merci infiniment et on va suivre ça de très très près. Et puis on se retrouve peut-être sur un prochain trail. Bonne chance pour la Thaïlande et à très vite. Eh bien merci beaucoup à tous et à très bientôt. Je vous propose maintenant d'accueillir notre vainqueur de l'édition 2022 de cette Diagonale des Fous. Il s'agit de Benyat Marisol. Il arrive là, il s'installe dans le studio. Hop, Benyat, n'hésite pas si tu peux mettre ton casque parce qu'il y a un petit peu de bruit aujourd'hui, il y a de l'ambiance sur l'île de la Réunion. Salut Benyat, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je te laisse régler ton micro, n'hésite pas, bien le positionner à parler devant. Comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Bonjour à toutes et à tous. Mais ça va très bien. Ça va très bien. Hier j'avais quelques courbatures et un petit peu mal aux jambes, ce que je
je pense que c'est normal. Mais aujourd'hui, très étonnamment, j'ai très peu de douleur dans les jambes et ça va. Donc voilà, je suis fatigué parce que je manque de sommeil, mais après, non, ça va. Bon bah voilà qui est rassurant. En tout cas, merci encore d'avoir choisi Dans la tête d'un coureur pour livrer tes impressions d'après-course. C'est un plaisir de te voir comme ça triompher sur la Diagonale des Fous, parce que moi j'étais là en 2021, j'avais suivi ta course, tu avais été fini 3e de l'édition et ça y est, t'es champion, t'es le roi des fous aujourd'hui. Est-ce que cette victoire elle a un goût particulier, parce que je crois savoir que c'était important pour toi de gagner, de triompher sur la Diagonale? Sincèrement, je ne me rends pas compte de ce qui m'arrive, ce qui m'est arrivé pendant la course et ce qui m'arrive, parce que bon, la Diagonale des Fous, bon voilà, je la prends en personne, c'est un mythe, c'est je pense un des plus grands rêves de tout trailer, déjà de pouvoir y participer et la finir, déjà. Alors inscrire son nom dans ce palmarès où tant de grands champions ont gagné, c'est vraiment allez, enfin, extraordinaire. Oui, extraordinaire, mais franchement moi je suis jamais venu à la réunion en me disant je viens, je veux la gagner. Non, c'est faux, il faut non, pour tous ceux qui me connaissent, non, je suis venu pour donner le meilleur de moi-même. Si une fenêtre s'ouvre et qu'il y a une possibilité d'éventuellement faire un gros résultat, eh bien on le fait. Mais l'année dernière, tous les gens, après ma 3e place, me disaient bon, mais Beñat, cette année, enfin pour 2022, il faut gagner. Et qu'est-ce que tu vises mieux que l'année dernière? Je leur disais mais attendez, mais vous vous rendez compte, déjà l'année dernière, c'est quand même compliqué de faire mieux que 3e. Et puis il y a des adversaires. Les adversaires sont très forts. Il y en a beaucoup qui sont en grande forme et il peut y avoir plein de faits de course qui font que voilà, ça se passe bien, mais ça peut se passer très mal. Donc non, moi l'objectif, c'est de venir faire une course aboutie. Voilà ce que je disais. Et dans le mot abouti, l'année dernière, ma course n'était pas aboutie parce que je ne l'avais pas du tout préparée. Je ne connaissais pas du tout le parcours, rien du tout. Je suis arrivé ici une semaine avant. Donc je vous laisse imaginer, 2 semaines avant, j'obtenais mon dossard. Et voilà, donc il faut quand même rester humble, modeste et voilà, il faut respecter les adversaires. Et non, je n'avais aucune prétention ou ambition. Et cette année, évidemment, il y a des choses qui ont un petit peu évolué. Donc l'année dernière, là où j'ai eu plein de passages à vide ou là où éventuellement ça a moins bien marché, on a essayé d'axer avec mon entraîneur Dimitri. Voilà, un travail sur ces passages-là ou périodes-là qui étaient compliquées l'année dernière pour optimiser évidemment ma course. Et en plus, cette année, il y avait une densité quand même avec beaucoup de prétendants au titre. Et d'ailleurs, je te propose qu'on revienne un peu logiquement sur ta course. Dès le départ, c'est parti, j'ai l'impression, assez vite. Alors pas forcément comme le disait Adrien, qu'on a reçu tout à l'heure tout de suite, mais en tout cas, il y avait déjà de beaux écarts sur Notre-Dame quand on a commencé à monter. Toi, tu as choisi plutôt un peu de temporiser et revenir progressivement sur vraiment la tête de course. Selon toi, est-ce que c'est important de ne pas s'emballer sur les 20-30 premiers kilomètres de cette Diagonale des Fous? Et vraiment, la gestion, c'est très important ici. Alors la gestion, c'est très important, évidemment, c'est la clé. Mais il y a tous les coureurs ont un profil différent. Donc en fait, il y en a s'ils partent trop vite, évidemment, ils vont avoir beaucoup de mal à tenir sur la durée, dans une intensité assez élevée. Mais il y en a d'autres, c'est leur force. C'est-à-dire que si comme vous dites, pendant les 20, 30 ou 40 premiers kilomètres, ils ont cette faculté à mettre une grosse intensité, creuser un écart assez important, mais qui leur permet derrière, éventuellement, de lever le pied et de faire une course aboutie, comme j'évoquais tout à l'heure ce mot-là, une course aboutie, la stratégie, en fait, elle est propre à chacun. Moi, je démarre... Des fois, on me dit ouais, je suis mode diesel, ceci, cela, mais c'est pas que forcément une stratégie, c'est parce que voilà, j'ai pas une VMA à 21, 22 à l'heure. Enfin, voilà, si je pars trop vite, je vais sauter. Donc ça y fait aussi. Et après, ça c'est propre à chacun. Donc des fois, par contre, évidemment, il y a chez les filles comme chez les garçons, des athlètes qui partent un petit peu en sur-régime, mais sur un 100 miles,
ça pardonne pas. C'est-à-dire que si dans le premier tiers de la course, on a été légèrement au-dessus, à la fin, ça fait des écarts en minutes énormes, et voire même peut-être des heures, quoi. Alors cette année, vous avez fait duo, un peu entre guillemets duo avec Jean-Philippe, puisque c'est tous les deux où vous avez pris la tête de la course, ou en tout cas vous étiez quand même assez proches l'un par rapport à l'autre. Est-ce que c'est une force selon toi justement de pouvoir créer un espèce de duo d'opportunités? Alors peut-être que c'était prévu. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé? Déjà, j'ai vécu deux expériences, donc je suis très bien placé pour en parler. Et je vais vous expliquer, vous allez très vite comprendre. Mais on va revenir un an en arrière, où devant moi il y avait Dany et avec Ludo qui étaient ensemble, et moi qui étais en embuscade à la 3e place derrière. Mais comme tout le monde le sait, je n'ai fait que perdre du temps à partir de, on va dire, la Brèche. Donc jusqu'à Rocheplate, ça va. J'étais dans les clous encore, mais après je n'ai fait que perdre du temps. Donc cette année, c'est différent. On était deux. Donc moi, cette année, j'étais à la place de Dany et de ou de Ludo, ou vice-versa, quoi. Et Jean-Philippe, voilà. On était dans la position des deux de l'année dernière. Sauf que cette année, nous n'avions aucun adversaire intercalé derrière, puisqu'ils étaient en groupe. Mais malgré tout, on n'a fait que prendre du temps, tout le temps, sur les poursuivants. Donc ça veut bien prouver qu'à deux, mine de rien, qu'on s'entende ou qu'on ne s'entende pas, à deux ça va plus vite. Alors je pense que l'entente est plus facile parce que ça évite de se mettre une énorme mine et à un moment donné que tout explose. Mais évidemment qu'il n'y a même pas photo. Et justement, vous parlez, qu'est-ce que vous vous dites pendant la course? Est-ce que c'est plutôt juste, on est ensemble, on se soutient plutôt mentalement et pas trop de discute, ou quand même vous avez le temps un peu de papoter, entre guillemets? Ouais, alors Jean-Philippe, on se connaissait, mais on ne se connaissait pas comme maintenant. Aujourd'hui, on se connaît parce qu'on a quand même passé 12 heures ensemble. Voilà. On a beaucoup parlé, mais on a un petit peu parlé de course à pied, de trail, de résultats antécédents de chacun. Mais on a beaucoup parlé de vie de famille, de vie professionnelle. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais du ski, j'habite à tel endroit. Et toi, tu fais quoi? Moi, j'aime bien aller faire du vélo vers tel endroit, ceci, cela. Et ah oui, t'habites où? Au Pays Basque, c'est situé entre tel endroit et tel endroit. Ouais, c'est génial. En fait, on a raconté beaucoup nos vies. Et donc, ça crée effectivement... des liens. Ça ne veut pas dire que de suite on est les meilleurs amis du monde, mais il y a un grand respect qui se met en place là en quelques minutes ou en quelques petites heures, et après on voit vite si on accroche ou pas avec la personne. Et avec Jean-Philippe, ça a de suite accroché. On sait, comme je vous dis, raconter beaucoup de choses personnelles, et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Justement, jusqu'à l'année dernière, je sais pas si tu sais, mais maintenant il y a une nouvelle règle justement pour éviter les arrivées un peu ex-aequo. C'est l'athlète le plus âgé qui remporte l'épreuve. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Parce que c'était aussi un peu la tradition. On a vu, tu le disais hier, Ludo qui avait fini main dans la main. On se souvient aussi de François Daen qui avait fini main dans la main. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette règle-là? Est-ce que tu la comprends? Est-ce que tu la trouves justifiée, ou tu regrettes finalement que ce soit plus possible ces arrivées en duo? Alors je suis un peu partagé. Parce que quelque part, quand on arrive ensemble, moi je me dis, les deux sont vainqueurs. Mais par contre, celui qui arrive troisième, comme moi l'année dernière, en fait je ne suis pas troisième, parce que je suis deuxième dans le chrono. Tout le monde dit, Beignat il a fini troisième. Mais bien sûr que j'ai fini troisième, physiquement. Mais par contre sur le chrono, j'ai fini deuxième du grand raid de l'année 2021. Alors je dis pas ça pour je cherche aucune excuse, mais c'est la réalité. Je pense que personne ne peut me contredire. L'année dernière, j'ai fait le deuxième chrono, mais j'étais la troisième personne physique. Alors qu'est-ce qu'on fait? On m'a mis sur la troisième marche. Alors c'est juste ou c'est pas juste? Quelque part c'est juste, mais d'un autre côté non, c'est totalement injuste. Je mérite d'être sur la seconde marche. Et pourquoi? Alors le plus âgé, alors d'accord, au bénéfice de l'âge, il gagnerait. Oui, d'accord. Alors quelque part, oui, c'est logique, on respecte l'ancien, tout ça. Ça, c'est chacun qui a sa propre opinion. Ouais. Sa propre on opinion. pourrait dire, on met en avant la jeunesse aussi. Exactement aussi.
Donc moi je suis partagé. Donc la seule chose, alors à la limite, qui me ferait basculer dans le côté, oui, ils ont eu raison d'appliquer cette règle, c'est que sur une course, il faut déclarer un vainqueur. Et à partir de là, d'accord, je comprends, d'accord. Mais à ce compte-là, avec la nouvelle règle, ça veut dire que moi, l'année dernière, je considère que la règle n'était pas mise en place. Donc je suis deuxième. Alors je veux pas être prétentieux, mais je suis très heureux, j'ai gagné une place. Donc vous m'apprenez aujourd'hui. Surtout que moi j'y étais et j'ai vu l'effort que tu as fourni parce que tu étais tout seul. Il faisait très très chaud aussi. Et elle est très méritée parce que faire la course que tu as fait l'année dernière, c'est pas pour enlever du prestige à ce qu'a fait Daniel ou Ludo, mais c'était nous en tout cas tu nous avais impressionnés. C'est un vrai plaisir de t'avoir vu aujourd'hui gagner. Allez, on annonce à tout le monde que Beñat Marmisol a fini deuxième l'année dernière du Grand Raid et non troisième. Ça y est. Beñat, c'est fabuleux. Allez, c'est parti, c'est fait. En tout cas, c'est acté. On revient plus sur ça. Jusqu'à l'année dernière, tu n'étais pas sponsorisé. Aujourd'hui, tu as un nouveau partenaire qui t'aide, c'est ASICS. On peut leur rendre leur hommage parce que c'est important aussi de féliciter ceux qui s'engagent pour le sport de haut niveau. Est-ce que ça change quelque chose, vraiment, aujourd'hui, d'avoir un partenaire ? Oui, je voudrais évidemment remercier tous mes partenaires, dont ASICS, qui est le plus important, bien sûr, et je les remercie pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Donc, oui, bien sûr que ça change. Quand vous passez d'athlète individuel où vous devez gérer tout vous-même et avec les coûts financiers que ça peut représenter, quand vous faites un circuit international, c'est compliqué, c'est beaucoup d'argent à investir. Nous, c'est un budget personnel qu'on a mis en place, dans lequel on vient piocher depuis de nombreuses années. Et ça a été très compliqué, mais je pense que quelque part aussi, on peut être heureux avec ma famille d'avoir réussi à faire ça pendant tant d'années. Maintenant, aujourd'hui, évidemment, quand on intègre un team ou une marque assez conséquente, évidemment, ça facilite certaines choses et bien sûr que c'est plus agréable et qu'on est dans de meilleures dispositions et qu'on peut plus aller se concentrer sur le sportif que tous les à côté, bien évidemment. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Alors Adrien nous disait tout à l'heure qu'il était fasciné un peu pour tes capacités de récupération. On sait que tu as une très belle course aussi sur l'UTMB. Aujourd'hui tu es présent et tu montres que tu es capable d'emmagasiner un peu tous ces efforts intenses. Toi, la récup, c'est quoi un peu ta vision par rapport à ça ? Qu'est-ce que tu mets en place pour pouvoir enchaîner les performances de si haut niveau ? Alors il n'y a rien de calculé. Et là, on me croit pas, mais moi il n'y a rien de calculé. Je vais vous faire une petite confidence qui va peut-être faire peur à beaucoup de monde ou beaucoup de personnes ne vont pas me croire. Mais moi, je suis arrivé il y a 2 semaines et demie ici. Et pendant ces 2 semaines et demie, j'ai dépassé les 300 km de course à pied dans les sentiers de la Réunion avec, grosso modo, entre, je dirais, 14 et 15 000 mètres de dénivelé positif. Dans les 17-18 jours qui viennent de s'écouler avant la course. Il y en a plein, ils vont vous dire, mais c'est pas possible, il ment, il exagère. Bon, mais si vous voulez, moi je m'en fiche, j'ai rien. De toute façon, je suis pas là pour prouver quoi que ce soit, je vais pas montrer mes résultats sur la montre, mes enregistrements, je m'en fiche, on me croit pas, mais c'est la vérité. Mais moi je suis venu ici, j'ai pas fait ça pour de l'entraînement, j'ai fait ça contribue à de l'entraînement, mais c'est surtout, c'était une occasion pour moi d'aller visiter plein de sentiers dans l'île. Et voilà, c'était mon seul moyen à moi de m'évader, voilà, de découvrir plein de choses. Et je passais mes journées, pas entières, je vais pas exagérer, mais 4, 5, 6 heures. Ça m'est arrivé jusqu'à 8 heures par jour avec mon petit camelback et voilà, mes flasques d'eau, un peu à manger, et voilà. Et c'est pour ça que j'ai fait tout ça. Donc vous voyez, ça, il n'y a pas de... Moi, je calcule pas. Là, je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas ce que je vais faire. Et puis, voilà. Je déteste, de toute façon, tout ce qui va être quadrillé ou qu'on va m'imposer. De toute façon, ça marche pas. Ça marche pas.
Bon bah en tout cas moi je trouve ça fascinant et j'admire beaucoup ta spontanéité et voilà ton côté un peu intuitif de la course à pied. On va devoir te laisser parce que je sais que tu as attendu, ça a été un plaisir de faire un peu plus ta connaissance parce qu'on ne se connaissait pas encore. J'espère que tu reviendras dans l'émission parce que moi j'ai encore plein de questions à te poser et je suis sûr que nos auditeurs veulent aussi en savoir un peu plus sur toi. Encore bravo, nous on s'est régalé à te voir courir. Cette victoire tu l'as méritée amplement, donc bonne récupération et Merci puis je te beaucoup. dis à très vite. Merci beaucoup. Merci à toi. Avant de recevoir Anne-Lise Séguré dans l'émission, je vous propose d'écouter un petit témoignage, un magnéto qu'on a enregistré pendant la Diagonale des Fous, histoire aussi de mettre en avant les coureurs amateurs parce qu'ils sont nombreux sur cette grande épreuve. C'est parti, magnéto. Alors, je me trouve actuellement à Saint-Pierre. On est ici dans le pré-sas de départ. C'est un endroit qui est exclusivement réservé aux coureurs. Au fur et à mesure, ils vont rejoindre leur sas de départ. Je peux vous dire que l'ambiance, elle est assez festive. On voit pas mal de sourires sur les visages, mais j'imagine que derrière ces sourires, il y a peut-être un petit peu de stress. Ça, c'est ce qu'on va tenter de voir en allant partir à la rencontre des coureurs pour recueillir quelques témoignages. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors je suis avec Nicolas, un coureur qui nous vient d'Angoulême, Dossard 530. Comment est-ce que tu te sens, Nicolas, à quelques dizaines de minutes du départ? Plutôt bien là, plutôt sympa. On profite au maximum, on profite du temps. Et puis hâte d'en découdre quand même. Hâte d'en découdre. Est-ce que c'est la première fois que tu participes à la Diagonale des Fous? C'est la première fois, ouais. C'était mon rêve et puis je l'ai réalisé. Je l'ai réalisé, faut que j'aille au bout, hein, on est bien d'accord. Bon. Mais c'est déjà un sacré événement d'être ici. Comment est-ce que tu trouves l'ambiance là? C'est quand même très festif, il y a de la musique, il y a des DJ, il y a déjà beaucoup de monde sur le départ. Là, moi j'ai déjà fait, je peux te dire que tu vas vivre un départ anthologique, ça va être incroyable. Est-ce que tu as hâte? Oui, j'ai hâte, mais comme tu le dis, c'est plutôt anthologique, quoi. Et encore là, je pense que c'est que le début. À mon avis, quand ça va partir, ça va être encore pire. Et puis tout le long, je pense que ça va être magique, quoi. Mais justement, il va falloir faire attention parce qu'on va... Faut pas être au-dessus de ce qu'on est capable de faire. Parce qu'on a tendance à se laisser porter, on va se retrouver dans le rouge et puis c'est pas bon parce qu'il y a quand même 165 km. Hein. Ah ça c'est la voie de l'humilité. On voit le trailer qui a déjà un petit peu d'expérience. Justement, quel est l'objectif là aujourd'hui? Partir très doucement. Parce que pour moi le Grand Raid il commence à Sillaos. Pour moi c'est le point clé. Moi j'ai décomposé ma course en 3 parties jusqu'à Sillaos, en haut du Taibit même. Sillaos et l'après Sillaos, Dodane, sortie, jusqu'à la fin. Donc c'est mes 3 grosses parties. Est-ce que tu as un objectif de temps, de chrono? Non, pas du tout. Ce que je veux c'est arriver avant la 3e nuit, point barre. Et si je fais mieux, tant mieux. Bon bah écoute Nicolas, on te souhaite la meilleure course possible, prends du plaisir, éclate-toi et surtout profites-en parce que c'est vraiment une chance d'être ici. Merci à vous, mais par contre, moi je tenais vraiment à vous féliciter et bravo à ce que vous faites parce que c'est vraiment génial. Merci infiniment, c'est adorable. Alors je me trouve avec Charlotte et Marion qui vont participer pour la première fois à la Diagonale des Fous. Comment est-ce que vous vous sentez les filles? Pas trop stressées? Bah là ça va, c'est cool, il y a de l'ambiance, de la musique, pour l'instant ça va, on s'en rend pas trop compte encore qu'on va... Alors j'imagine que c'est pas votre premier trail. Qu'est-ce que vous avez déjà fait comme ultra? On avait fait l'UT4M l'an dernier et cet été on a fait un trail dans le Kera. Voilà, un 100 bornes. Alors pourquoi la Diagonale des Fous? Qu'est-ce qui vous attire ici sur l'île de la Réunion? Moi j'ai habité là pendant 2 ans, j'ai toujours voulu la faire et puis c'est un peu la course mythique dans le trail. Emblématique du trail, celle qui donne envie de faire du trail quoi. Donc, Alors j'imagine que vous n'êtes pas venu ici en touriste, vous vous êtes préparé. Comment est-ce qu'elle s'est passée la prépa? Ouais, alors on faisait à peu près une dizaine de squats par jour, 3 fois le tour de la maison. Non, on a notre prépa, Charlotte, comment elle s'est passée? on n'a pas de prépa spécifique, on fait des sorties parce qu'on aime la montagne et la nature et puis courir et du coup on n'a pas de prépa spécifique, on se fait juste plaisir et voilà. Et on a fait plusieurs trails dans l'été aussi et voilà. Là c'est le plaisir, c'est surtout l'aventure et le goût du défi qui nous a amenés jusqu'ici. Ok, bah écoutez les filles, profitez bien et rendez-vous pas loin d'ici sur la ligne d'arrivée. Allez, d'ici 35, 40, 45 heures. Ça serait parfait, hein, 35 heures, trop bien, mais non, je pense pas. Vous prévoyez la bière à l'arrivée, hein? Ouais, il y aura de la bière. Vous voyez cette personne-là, elle est spécifiquement chargée de ramener de la bière. Je fais référence à notre caméraman, bien sûr. C'est noté, on sera là. Bonne course les filles. Merci beaucoup.
Alors je suis avec Sébastien. Sébastien, je vais te poser une question que sûrement beaucoup de nos auditeurs et auditrices se posent. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un dossard sur la Diagonale des Fous? C'est quoi, toi, comment est-ce que tu as fait? Je me suis tout simplement inscrit sur le site et puis j'ai été tiré au sort et retenu. C'est pas plus compliqué que ça, enfin pour moi en tout cas. Est-ce qu'il y a des minima? Est-ce qu'il faut avoir un certain nombre de points, de cotes ITRA? Toi, ou c'est vraiment au tirage au sort, on s'inscrit puis c'est bon à la chance? Je crois qu'il faut justifier 2 courses avec un minimum de points derrière, mais bon je les avais donc ça posait pas de problème. Donc tu as fait 2 courses de sélection, toi tu as participé auxquelles courses de sélection? Je fais l'UTMB l'année dernière, le reste Nika Trail, c'est l'Ultra Trail de Corse, et puis je pense qu'avec ces 2 courses là ça suffisait. Et toi, c'est la première fois que tu tentes et que tu réussis ou tu avais déjà fait des tentatives par le passé? C'est ma première tentative et j'ai été retenu. Voilà. Super, bon bah écoute, félicitations, je te souhaite une très très belle course et surtout profites-en. Merci. Alors je viens de retrouver Germain Granger, l'un des favoris de la course. On va faire une interview assis parce qu'il faut s'économiser à quelques minutes du départ. Comment est-ce que tu te sens? Alors sur l'UTMB, tu avais été un peu embêté par le Covid. Là, comment est-ce que ça va? Est-ce que ça va mieux? Et ouais, ça va mieux. C'est une des premières fois de l'année où je prends le départ en bonne santé, donc c'est cool. Je suis content. Alors cette année, la course elle est très très ouverte. J'ai vu certains temps de passage, j'ai l'impression que ça va partir assez vite. J'imagine que tu as une stratégie, je te donne pas de nous la donner. Mais comment toi tu vois un peu la course cette année? Ouais, oui, alors il y a ceux qui partent vite, ceux qui partent un peu derrière. Je pense que moi je vais partir selon mes sensations, en ayant en tête ce qui nous attend en deuxième partie de course. Donc voilà, je vais être patient, on va dire. Okay. Oh, c'est la voix de la sagesse qui passe. Écoute, on te souhaite la plus belle, la merveilleuse course possible. Et puis on se donne rendez-vous sur la ligne d'arrivée. Ok, merci, bonne nuit à toi aussi. It is my first time on Reunion Island. Oh, it's so beautiful. The landscapes are amazing and the people have been really, really welcoming. That it will be very, very difficult and cold and hot and beautiful. And I hope to make it to the finish line. Ça va très bien, vraiment très très bien, j'ai hâte. Je suis tellement contente d'être là, de me remplir de cette énergie, des Réunionnais, des gens que je connais de métropole. C'est trop bien, j'ai hâte de partir là. J'aimerais bien vivre un début de course aussi euphorisant que j'ai vécu l'an dernier parce que c'était parfait. Et puis dérouler sur la deuxième partie, ça serait top aussi. Mais voilà, le scénario il n'est pas créé à l'avance. Donc on verra, mais on va faire tout pour essayer d'être prudent et prendre du plaisir. Elle représente un changement dans ma vie, parce que moi j'ai tout quitté pour venir ici. Je ne savais pas trop où je venais, c'est un peu l'inconnu et je me suis pas trompée parce que j'arrive pas à partir. C'est une île qui est incroyable. Il y a tant par l'énergie des habitants ici, le rythme de vie, le climat que j'adore. Et voilà, pour les sportifs, c'est le paradis. Donc ouais, ça concrétiserait mon projet perso et c'est à domicile, donc ça aurait du sens pour moi. Et voilà, je me mets pas de pression, mais en tout cas, je suis très contente d'être là et j'espère que ça marchera pour moi au niveau perso, pas forcément au classement, mais voilà, au moins me faire plaisir et arriver à franchir la ligne d'arrivée en me disant waouh, quelle course, j'ai kiffé. Jour 3 sur la Diagonale des Fous, on est à plus de 43 heures de course et je me trouve actuellement sur le chemin des Anglais, l'un des endroits les plus mythiques de la Diagonale des Fous. Alors il faut savoir que ce chemin est le plus vieux de l'île, il a été construit en 1730 par Monsieur Dumas et s'il porte ce nom, c'est pas un hasard, c'est parce que en 1810 les Anglais débarquent sur l'île et pour rejoindre la capitale ils vont emprunter ce chemin et c'est depuis cet événement qu'il porte ce nom. Alors l'une des difficultés de ce passage, c'est que vous êtes exposé au soleil, il n'y a quasiment pas d'ombre et ce chemin il est composé de roches volcaniques. Ce qui veut dire que ça va renvoyer la chaleur sur les trailers et d'ailleurs c'est ces mêmes roches qu'on utilise dans les saunas par exemple. Ça vous donne un peu une idée de la difficulté. Alors si un jour vous passez par là, je vous recommande de mettre de la crème solaire et surtout de bien vous hydrater pour éviter l'insolation.
Alors je viens de croiser un peu par hasard Nicolas. Nicolas, on s'était vu dans le sas de départ. C'est ta première participation sur la Diagonale des Fous. T'étais un peu stressé, hein? T'étais un petit peu stressé. Là, on est sur le chemin des Anglais. Comment est-ce que tu te sens? Ah bien, je me sens très très bien. Comment est-ce que ça s'est passé alors? Quelles étaient les difficultés? C'est quoi tes premières impressions? Alors ce qui était compliqué en fait, c'était la gestion de la deuxième nuit. Gestion de la deuxième nuit, des angoisses, du froid. On a eu très très froid, c'était très humide. Et alors le terrain. On parle souvent de Mafat, on dit que c'est vraiment l'un des spots les plus mythiques de la Diagonale des Fous. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de Mafat? C'est quoi tes impressions? Et quels conseils peut-être tu donnerais à nos auditeurs qui vont un jour peut-être s'aventurer aussi sur ces sentiers? J'en discutais avec mon copain Clément et il a donné une très très bonne réponse. Mafat ne donne rien. Mafat prend. Mafat prend. Et si t'es pas à la hauteur, il prend. Je pense que c'est assez bien résumé. Et faites des marches. Des montées d'escalier. Faites des montées d'escalier. Sauf qu'ils ne seront pas réguliers comme chez nous. Hein. Bon, écoute, je vais pas te ralentir plus longtemps parce que je sais que là, tu es une machine, tu es en train de pulvériser tes temps de passage. Tu remontes beaucoup de coureurs, tu as une très belle gestion de course. Alors, je tiens à t'en féliciter parce que pour une première... Mais je suis pas tout seul, j'ai mon copain. Hein. Vous avez tous les deux une très belle gestion de course parce que pour une première, souvent, on est un peu insouciant et vous n'êtes pas tombé dans ce piège-là. Bravo les gars, c'est magnifique ce que vous faites et on se retrouve maintenant sur le stade de la Redoute et on va fêter ça ensemble. Alors je viens de retrouver Jean, un coureur réunionnais originaire de la Possession. Jean, est-ce que c'est ton premier grand raid? Non, c'est le deuxième. Le deuxième? Si j'arrive à la Redoute. Quel âge tu as? Par contre, c'est 54 ans. Ouais. 54 ans. Et je t'ai vu, tu te doublais des jeunes, hein? Ah ouais? Ouais. C'est bien. Je suis fatigué, non? Alors comment ça se passe? Est-ce que c'est pas trop difficile ce grand raid? Non, mais en ce moment, oui, c'était vraiment pas difficile, mais c'était un peu long là, par contre. Un peu long? Le nouveau tracé, je sais pas quoi, mais là... Ah, le nouveau tracé, il paraît qu'il est... Rien compris. On est rentré dedans tête baissée, mais... Ouais, c'est vrai que c'est très long, ça rajoute presque une heure de course, je crois. Comment ça s'est passé la nuit dans Mafat? Est-ce que vous n'avez pas eu trop froid? Oui, ça glaçait un peu, mais pas énormément. Hein. On peut supporter déjà. Comme moi, je suis originaire de Dodane, donc la forêt tape vraiment là-haut. Non, le petit frais comme ça allait. Bon bah écoutez, vous êtes bien courageux, je vous retiens pas plus longtemps. Profitez du ravitaillement et puis on se retrouve au stade de la Redoute tout à l'heure. Ça y est, on vient d'arriver au stade de la Redoute. Ici, on l'appelle d'ailleurs le stade de la délivrance. Et croyez-moi, il porte très bien ce nom pour les trailers. Ça fait 46 heures maintenant que le départ a été donné. Il y a pas mal de finishers qui arrivent. Rendez-vous compte quand même, 46 heures d'effort, c'est pas rien. Ça y est, là, la nuit, elle est tombée. Il fait vraiment noir. Pourtant, il est pas très tard, mais ici, la nuit tombe vite. On va partir à la rencontre des finishers, savoir comment est-ce qu'ils se sentent. Allez, on y va. Alors Thibaut, tu viens de terminer à l'instant la Diagonale des Fous. Je crois que c'était ta première participation, c'est ça? Oui, exactement, ouais, c'était la première fois. Alors, tu es un habitué de l'Ultra Trail. Comment est-ce que tu l'as trouvé, ce trail-là? Dur, vraiment dur. On vient de te remettre ton t-shirt. Tu peux nous le montrer un peu à quoi il ressemble? Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Je crois que c'est le t-shirt emblématique. Hein. J'ai survécu à la Diagonale des Fous. Est-ce qu'on peut parler de survie quand même? À ton avis? Clairement, ouais, les conditions n'étaient pas idéales. À Marabout, on a bien pris la pluie. Ouais. Donc c'était chaud quand même. C'était chaud. C'est quoi pour toi le passage où tu as pris le plus de plaisir et celui où tu as le plus souffert? Là où j'ai le plus souffert, c'est de Sillaos à l'arrivée, parce que je pouvais plus courir, sauf là, j'ai repris un regain d'énergie. Mais sinon, là, quand on est là-haut au Colorado et qu'on entend la fête ici, on n'a qu'une envie, c'est d'arriver. Et les paysages alors, est-ce que c'est magnifique? Mafat, là on se croit, moi j'ai l'impression d'être dans Jurassic Park, tellement c'est sauvage, tellement c'est naturel, on en prend plein les yeux. Ouais, bah Mafat, je l'ai traversé de nuit, mais effectivement Mafat c'est juste magnifique. La nuit, moi j'aurais peur la nuit, hein. J'aurais peur de croiser des dinosaures. Bon, quand même, 2-3 tangs, c'est tout. Ok, bah écoute, récupère bien et puis bah bon retour en Savoie parce que je crois que tu es originaire de là-bas. C'est ça, merci beaucoup. Merci. Alors je viens de retrouver Sophie, ça fait 10 ans, tu me disais Sophie que tu fais du trail et tu t'étais donné un objectif, un rêve pour tes 50 ans, c'était lequel? Tu peux nous le dire? C'était de faire la Diagonale des Fous et yes, je l'ai fini. Ça y est, t'es finisheuse, c'est la première fois sur la Diagonale des Fous, c'est ton premier ultra ou pas? Non, j'ai fait d'autres ultras, j'ai fait l'UT4M, j'ai fait l'échappée belle, l'intégrale, et puis j'ai fait l'UT-PMA et les Templiers, les Hospitaliers, j'en ai fait plusieurs. Ah, aussi long, non. Ça, et aussi dur, non. Alors justement, t'en as pensé quoi de cette Diagonale des Fous? Il paraît qu'elle porte bien son nom. Oui, tout à fait. Franchement, elle est très très dure. Très difficile, très technique. Ouais, je ne sais pas s'il y a un autre trail qui est aussi dur que celui-ci. Mais en tout cas, je suis contente de l'avoir fait. Franchement,
Je suis vraiment contente. C'est ton plus gros objectif, on peut le dire? Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon bah écoute, félicitations, je te retiens pas plus longtemps. Encore bravo parce que voilà, cet effort-là à 50 ans, c'est juste incroyable. Mais bon, là tu les fais pas, comme quoi le sport ça conserve. Je te donnais à peine 38, 40 ans maximum. Allez, merci encore et bravo, c'était vraiment grand, bravo. Alors je suis avec Alexandre, on est dans un espace un peu spécial puisque là on est sous le chapiteau où il y a des tables parce qu'à chaque fois, chaque finisher qui termine l'épreuve a un petit bon où il peut aller chercher à manger. D'ailleurs, est-ce qu'on mange bien sur le Grand Raid? Oui, les ravitaillements sont super. C'est très local. C'est très local, alors là je sais quoi, c'est du riz avec des lentilles? Là c'est saucisse lentilles, c'est ça. Ouais, c'est saucisse lentilles, voilà tout simplement. Et est-ce que c'est bon? Délicieux, mais j'y vais doucement parce que je viens d'arriver. J'imagine quand on a terminé le Grand Raid, tout doit sembler délicieux. Tout, oui, vraiment tout. Alors Alexandre, c'était ta première fois sur le Grand Raid, comment est-ce que ça s'est passé? Bah écoute, plutôt bien. J'étais parti sur un objectif de 38 heures et je suis venu en 34, donc je suis parti en sens 2. Ah, t'as été prudent? Ouais, très prudent. Sur l'objectif. Je suis remonté petit à petit, ouais. Bon bah c'est souvent ce qui paye hein, sur le Grand Raid, il paraît qu'il faut faire preuve d'humilité, y aller pas trop fort, surtout pour la première, et puis on s'y retrouve sur la deuxième partie de course. C'est ça. Faut en garder sous le pied, parce que la fin, c'est jusqu'à la fin que c'est dur. C'était ton premier ultra? Non, c'est mon 24e. 24e ultra? Mais quel âge tu as pour avoir déjà fait 24 ultras? 27 ans. 27 ans, mon Dieu, t'en fais un tous les mois quoi? 4-5 par an. 4-5 par an, ok. Et alors, est-ce qu'il est dur celui-là, toi qui as l'expérience? Ouais, c'est le plus dur que j'ai fait. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, c'est les conditions climatiques, l'absence de bâton, puis c'est beaucoup de marches, des racines, beaucoup de cailloux. C'est vraiment c'est la technicité du terrain et l'absence de bâton en fait. Donc tu conseilles un peu d'expérience quand même avant de venir ici? Oui, faut en faire quelques-uns avant quand même. Ouais. Ok, bon bah écoutez les gars, je vous retiens pas plus longtemps. Profitez de la rougaille saucisse, ici c'est délicieux et c'est la spécialité. Et puis on se retrouve peut-être dans la métropole. Avec plaisir, merci à vous. Alors je viens de retrouver Ludovic. Ludovic, c'est la voix, c'est l'âme de la Diagonale des Fous. Et pas seulement de la Diagonale des Fous, c'est même un peu de tous les trails. Aujourd'hui, on est allé sur l'île de la Réunion, alors on va parler de la Diagonale. Pour toi, ça évoque quoi la Diagonale des Fous? Toi qui connais un peu toutes les courses à travers la France et le monde. Écoute, j'avais lancé une petite vidéo avec un message aux ultra trailers. On demandait en un seul mot que représentait pour vous la Diagonale. Moi, j'avais marqué ferveur. Ferveur pour moi, c'est ce que je retiens le plus, c'est ferveur au départ, c'est ferveur sur les sentiers, c'est ferveur à l'arrivée, c'est ferveur dans toute l'île, dans tous les médias, dans tous les journaux, dans toutes les télés, dans tous les magasins. Tout le monde ne parle que de ça, le Grand Raid, le Grand Raid, le Grand Raid. C'est un trail aussi qui est très humain, où les gens sont à l'écoute, on n'a pas des machines qui nous parlent de formulaire, on peut discuter, il y a beaucoup de liberté sur ce trail-là. Ça, c'est quelque chose que tu as remarqué toi aussi? Ouais, c'est quelque chose que j'aime, la proximité. La proximité, quel que soit ton niveau social, tout le monde est ensemble. Et puis tu sens que ça reste associatif, donc festif, ensemble. Et on le voit là avec toutes les images là derrière nous en direct. Venez vivre avec nous le Grand Raid, c'est un truc de fou. Et pour finir, après je te laisse retravailler parce que je sais que le travail avant tout. Un souvenir, un fait marquant de la Diagonale des Fous, si je te demande, ça serait lequel pour toi? Waouh, là tu me poses une colle tellement j'ai de faits marquants, mais je pense que pour moi un des faits les plus marquants, sûrement parce que c'est un ami proche, c'est à la 9e tentative, la victoire d'Antoine Guyon. Ça c'est quelque chose, c'est un moment qui reste très très fort pour moi. Ok, écoute, je te retiens pas plus longtemps, merci de t'être rendu disponible. Et puis c'est quoi toi le prochain trail? Ça sera le trail de Rodrigue le 6 novembre, dans quelques semaines. Bon, tu auras le temps de te reposer un tout petit peu, mais à mon avis, tu ne l'auras pas volé. Allez, à très vite, salut, merci encore. Salut les copains. Retour au studio et je vous propose maintenant de recevoir Anne-Lise Séguré. Merci infiniment Anne-Lise de t'être rendue disponible. Je sais que tu es fatiguée, c'était une course assez éprouvante pour toi. Comment est-ce que ça va ? Merci, ça va comme un lendemain de course, comme un surlendemain de course, mais ça va bien, ça va. Alors c'est la première fois je crois que tu participes, je suis même sûr, à la Diagonale des Fous. Cette course, elle fait peur, elle peut impressionner, surtout que cette année il y a eu on t'a rajouté un niveau de difficulté en plus, donc tu as eu vraiment l'édition un peu collector. Qu'est-ce que tu en as pensé? Comment est-ce que tu as vécu cette Diagonale des Fous? Et puis aussi tes premiers pas sur Ultra, parce que je crois que tu fais aussi un peu ton entrée dans ce monde-là. Oui, tout à fait. Ça a été une super belle expérience. C'est vrai que la Diagonale, effectivement, elle fait rêver comme elle fait peur.
Ça a été pour moi une belle expérience. J'ai pris beaucoup de plaisir au début de parcours, enfin en tout cas sur la partie dans la montée au pied du piton de la Fournaise et du piton des Neiges et puis à la redescente sur la hausse et après bien sûr tout le Mafat, c'était incroyable et c'est vrai que ça allait bien à ce moment-là. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à ce moment-là. La fin était plus difficile et c'est vrai que c'est ma première expérience après toute seule. Parce que voilà, les 170 km, je les avais fait en Corse, mais j'étais toujours super bien accompagnée. Et j'avoue que forcément, quand on arrive à 105, à 120 et que ça commence à déraper, les 25-30 km qui restent sont très compliqués. Alors nous aussi on a pris du plaisir à te voir courir et puis on a vu la pugnacité, la combativité que tu as eue pour aller au bout parce que je sais que tu as vraiment puisé au fond de toi-même pour finir la course, mais on a eu peur aussi parce que quelques semaines avant le départ tu as annoncé sur les réseaux sociaux que tu n'étais pas sûr de prendre le départ. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as vraiment cru que tu n'allais pas pouvoir participer à cette belle fête? Honnêtement, j'y croyais pas et c'était sincère quand je l'ai dit parce que j'arrivais pas à me relancer, à me mobiliser en fait sur un gros objectif. Physiquement, ça allait à peu près, même si j'avais pas la forme peut-être que j'avais pu avoir en juin, mais ça reprenait à peu près. Mais dans la tête, ça allait pas vraiment du tout et j'avoue que je connaissais pas le parcours, j'avais rien regardé, j'arrivais pas à me focaliser, à me replonger vraiment dans un aussi gros objectif que la Diag. Donc ça a été compliqué et effectivement il a fallu rentrer dans ma fat, aller se promener sur le sentier pour vraiment se dire allez là j'y vais et on va essayer. Qu'est-ce qui a été le plus dur vraiment pour toi sur cette course-là? Est-ce que ça a été les descentes, les côtes? Est-ce que ça a été l'adversité aussi? Parce que les filles, vous êtes bien bagarrées. Il y avait un plateau qui était extrêmement relevé. Donc la compétition, c'est aussi beaucoup de pression qu'il faut gérer. C'est l'inconnu aussi, parce que sur Ultra, tu connaissais pas forcément. C'est quoi qui a été le plus dur pour toi? Alors la compétition, honnêtement, sur l'Ultra, c'est tellement déjà une compétition d'aller au bout, d'arriver à l'arrivée, que j'y pensais pas. Et puis je me suis vraiment pas focalisée là-dessus, ça c'est clair. C'était déjà de le faire et d'arriver à faire le défi. Je dirais que la difficulté sur la Diag, j'ai pas l'expérience vraiment de comparaison, mais c'est qu'en fait il y a des parties qui courent très bien et des parties qui cassent très bien. Et c'est cette alternance comme ça de parties ultra techniques avec des parties plutôt roulantes qui je trouve sont très compliquées à gérer. Et finalement c'est ça qui est vraiment difficile à la Diag. Pour en venir un peu aussi sur les conditions météorologiques cette année. Alors, il n'y a pas eu de canicule, mais attention, vous avez quand même eu du froid, notamment la nuit, avant le lever du soleil, il y avait 1 ou 2 degrés, du vent, de la brume et même un peu de pluie. Je sais que toi, le chaud, c'est pas ce qui te dérange le plus, mais le froid, tu redoutes un petit peu. Est-ce que du coup, t'as pas trop souffert de ces conditions un peu mitigées? Le deuxième jour aussi, il a fait assez chaud. Ouais, alors c'est vrai que je m'attendais pas à ce froid. On s'était préparé un peu ici en arrivant ici parce qu'on a essayé d'aller voir plusieurs fois le volcan et en fait on s'est toujours pris le froid et le brouillard là-haut. Mais c'est vrai que c'est assez déroutant et il faisait vraiment très très froid dans la nuit, donc il fallait vraiment s'habiller. Honnêtement, j'en ai pas souffert du froid parce que j'étais bien habillée. Il fallait pas attendre plus le ravitaillement pour se recouvrir, mais ça a été. Et le chaud, effectivement, c'était pas la canicule. Donc la météo, finalement, a été plutôt clémente, quoi. Bon tant mieux. Anne-Lise, évidemment, moi j'aimerais parler d'un sujet, c'est parce que tu sais qu'il y a, et encore cette année malheureusement, il y a très peu de femmes qui sont présentes en termes de volume des coureurs, c'est moins de 10% sur l'UTMB, je pense que sur la Diagonale des Fous c'est même un petit peu moins. Pourtant, on a vu, vous avez brillé. 4e Courtney Dauwalter au scratch, toi tu fais un top 20 et je pense que si tu reviens tu pourras prétendre peut-être pourquoi pas un top 10, à mon avis tu en as largement les capacités au vu de tes qualités et toi t'es une jeune femme, tu travailles, t'es vétérinaire, donc c'est aussi un métier je sais qui demande énormément de temps, d'application, même émotionnellement c'est un métier qui est aussi très compliqué pour connaître un peu des vétos, je sais que c'est vraiment un métier qui est pas très simple, jeune maman aussi et pourtant t'arrives à te concilier. Alors c'est quoi ton secret? Parce que je suis sûr qu'il y a des auditrices qui nous écoutent et qui rêvent aussi d'avoir le même parcours à leur échelle évidemment, mais des fois ça peut être aussi un parcours du combattant. Explique-nous. C'est vrai que ça serait chouette de voir qu'à un moment donné il y ait autant de filles que de garçons sur ces grandes distances parce que je pense qu'en plus
c'est peut-être sur ces formats-là où on tire peut-être un petit peu notre épingle du jeu. Donc ça serait chouette qu'il y ait plus de densité et que ça va venir. Je pense que c'est un tout. C'est sûr que c'est difficile de s'entraîner sur du long quand on a une vie à côté, quand on a un bébé, quand on a une vie de famille. Il faut être bien entouré, il faut que notre conjoint aussi comprenne. Et moi, c'est clair que j'ai la chance, une immense chance par rapport à ça, parce que c'est grâce à lui aussi que je peux tout concilier. Donc ça, c'est certain. Et puis faut pas se mettre de barrières aussi. Je pense que c'est un peu sociétal aussi, peut-être aussi assez français ou même européen, on peut dire ça. C'est que c'est vrai que pour l'instant, les femmes peut-être consacrent moins de temps, en tout cas pour performer, pour s'entraîner. Et c'est dommage parce que c'est chouette et ça serait bien qu'un jour les femmes arrivent à rivaliser. Mais vous rivalisez déjà. Pour moi, le match il est déjà plié. Et puis aussi, c'est une question que je vais te poser. Toi, quand tu t'alignes sur une course, aujourd'hui, tu regardes le classement féminin, j'imagine, mais est-ce que finalement, la place au scratch, ça compte pas? Là, tu peux viser, dans les prochaines saisons, ces prochaines courses, tu peux viser les top 10. Est-ce que tu regardes aussi le classement au scratch? J'en parlais tout à l'heure avec Adrien qui me disait, lui, il faisait encore un peu de différence, mais nous, en tout cas, et on va en discuter avec les équipes et on va demander aussi l'avis de nos auditeurs, mais je pense que pour les favoris, maintenant, quand on va plus annoncer les favoris hommes-femmes, on va annoncer les favoris point barre, on va l'élargir à une dizaine de participants, mais je me demande si ça fait encore sens, en tout cas sur format ultra, de différencier toi. Est-ce que tu regardes finalement ta place au scratch, elle n'est pas tout aussi importante que la place dans les catégories? Si, c'est vrai que c'est chouette de pouvoir rentrer dans un top 20 ouais, c'est important, je pense. Et puis c'est chouette aussi de pouvoir voir l'écart entre les premiers hommes et les premières femmes. Et je pense que ça a quand même du sens. Ouais. Merci infiniment, Annelise. Alors je vais te libérer parce que je sais que tu as attendu et puis tu as aussi ton petit garçon qui t'attend. Ça a été un plaisir de faire ta connaissance comme baignade. J'espère qu'on va se revoir parce que moi j'ai encore plein de questions à te poser, mais déjà ça a été très cool de nous accorder du temps. Je te dis à très bientôt et puis au plaisir de te revoir courir parce que je pense qu'on va encore te voir briller dans pas mal de courses. Merci beaucoup. Je vous propose, alors là j'ai un invité particulier à recevoir et croyez-moi je suis extrêmement heureux de l'avoir dans l'émission aujourd'hui. Vous allez faire sa connaissance, peut-être il y a pas mal de coureurs réunionnais qui nous écoutent ou de personnes originaires de l'île de la Réunion et puis RER est aussi une radio très très écoutée à l'international, mais nous on a suivi la course et voilà parce qu'on est en voiture, on est sur les chemins et on avait toujours une radio autour de nous et là on a le plaisir d'avoir à nos côtés Dominique qui est le présentateur vedette de l'île de la Réunion sur Radio RER. C'est un peu le Patrick Montel pour présenter à nos auditeurs. Dominique, comment ça va? Alors moi j'ai plein de cernes, je suis fatigué parce que j'ai pas dormi. Toi t'as été à l'antenne pendant 3-4 jours, t'as très peu dormi, pourtant t'es rayonnant. C'est quoi ton secret? Comment ça va et c'est quoi ton secret? Je veux le connaître. Ça va très bien, merci à vous déjà, on est heureux d'être là avec vous. Une invitation faite comme ça à la volée par le biais de notre ami Patrick Montel. Et c'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Radio Est Réunion, la radio des poiquets de sport. Alors moi j'aimerais bien aussi que tu nous présentes un peu, on va profiter de ta présence pour que tu nous présentes un peu ce que représente aussi cette Diagonale des Fous pour le peuple réunionnais, puisque, et c'est important de le rappeler, la Diagonale des Fous c'est un événement qui a été fait par des Réunionnais pour des Réunionnais et il y a un ancrage sur l'île qui est extrêmement présent. Globalement ça représente quoi la Diagonale pour le Grand Raid pour un Réunionnais? Et je vais juste te demander de bien parler devant le micro parce que comme tu as vu il y a un petit peu de musique, c'est l'ambiance aussi l'île de la Réunion, mais dis-nous voilà qu'est-ce que ça représente ce Grand Raid? La Diagonale des Fous et ces 4 courses aujourd'hui, c'est l'événement fort pour l'île de la Réunion. D'un point de vue économique, clairement, cela génère, je crois, 1,3 million d'euros pour notre économie, pour les gîtes, pour les hôtels, pour tout le monde. C'est très important. Mais au-delà de ça, c'est une aventure humaine extraordinaire. Et j'en veux pour preuve ce que nous disaient ce matin, par exemple, les élèves qui ont participé au Sommet Grand Raid. C'est la randonnée de l'UFOLEP qui disait que c'est vraiment l'aventure humaine au cœur même de chacun. Et le Grand Raid véhicule un ensemble de valeurs par le biais du sport, par le biais de la résistance, par le biais de l'épanouissement, par le biais du dépassement de soi qui est très fort. Et lorsque vous dites Grand Raid pour un Réunionnais, c'est vraiment quelque chose de sacré.
Ah bah ça on a pu le voir parce qu'il y a des gens partout, il y a une ambiance. Dès qu'on arrive sur l'île, les gens nous disent mais vous venez pour le Grand Raid, et on voit que finalement c'est une course qui a gardé son ancrage local. Alors je déteste comparer l'UTMB à la Diagonale des Fous parce que finalement c'est deux salles, deux ambiances, et puis c'est pas fromage ou dessert. On peut aimer les deux, mais en tout cas force est de constater que malheureusement sur l'UTMB, les chamoniards finalement ils délaissent un peu cette course, ils ne l'aiment pas. Alors je fais pas des généralités, mais beaucoup ne l'aiment pas. Ils partent même le jour de l'UTMB parce que c'est un événement qui est devenu très international, et il n'y a pas cet ancrage local. Et alors il y a d'autres qualités à cette course, et voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire, et ça fait rayonner le trail dans le monde entier, donc on peut pas leur enlever ça. Mais en tout cas sur cette dimension locale, moi je trouve que c'est un peu dommage, et c'est tellement agréable de voir comme ça le peuple réunionnais qui reste fidèle et qui ne vit pas négativement, parce que c'est des contraintes aussi, hein, c'est des contraintes, tout cet afflux de personnes, et finalement il y a cette communion entre les coureurs, le peuple réunionnais, et ça c'est magique, et vraiment faut le conserver. Effectivement, on fera tout pour conserver cela, et vous avez mis le doigt sur quelque chose qui est important. Le Réunionnais, il est fier de son île. Alors certes, je ne tirais pas sur les montagnards, les chamoignards. Les chamoignards. Les chamoignards, pardon. Mais le contexte est différent parce qu'on est une île insulaire à 10 000 km, et donc voilà, on a nous-mêmes, on est français, et on est fiers de l'être, c'est très clair, mais on a des caractéristiques qu'on essaie de vendre aussi. Et lorsque vous venez ce matin à la radio, j'ai eu plusieurs regards de métropolitains, d'étrangers. On a eu des Suisses, même des Américains qui nous disent vous avez une façon d'accueillir bien différente qu'ailleurs, vous avez un grand cœur, et il y a cette bienveillance perpétuelle-là. Et il faut qu'on préserve cela, que nous, peuple réunionnais, on sache accueillir, et qu'on sache dire venez voir notre île, venez nous voir, c'est une belle île, et en plus on a une course mythique et reconnue internationalement. C'est vraiment une pépite qu'on a entre les mains, et bravo à l'organisation et à tous ceux et celles qui travaillent à faire en sorte que par le biais de cette course, par le biais du Grand Raid, que la Réunion soit connue ainsi. Alors il y a une particularité aussi pour que les Réunionnais vivent ce Grand Raid. Alors bien sûr ils sont sur les routes, mais ils écoutent aussi la radio. C'est vraiment la radio. Alors pour donner une idée un peu à nos auditeurs qui nous écoutent, la radio c'est un peu le Facebook, le Instagram, c'est vraiment le réseau social à l'île de la Réunion. Et nous, on suivait au début la web radio du Grand Raid, alors qui est très bien, mais des Réunionnais nous ont dit si vous voulez vivre l'événement comme un Réunionnais, il faut écouter Radio RER. Et du coup on a suivi ces conseils de locaux, on a mis Radio RER, et c'est comme ça que je t'ai découvert. Et là je dois dire, il faut expliquer aussi parce que ça peut paraître étrange, mais à la Réunion, il y a un peu un pacte entre les athlètes élites et le peuple réunionnais, c'est qu'ils vivent la course avec eux. Et donc vous allez avoir des journalistes qui vont aller à la rencontre des athlètes, poser des questions pendant la course. Alors ça peut surprendre, et moi je comprends, parce qu'il y a de l'abus aussi. Malheureusement, il y a des fois un peu la guéguerre entre les différents médias, et tout le monde veut poser sa question, mais en tout cas, il faut laisser les radios locales, elles en tout cas, s'il faut bien autoriser, nous on ne le fait pas, on pose pas de questions, mais les radios locales, voilà, peut-être que vous pouvez avoir l'excusé sur ça, parce que c'est ça aussi, parce qu'il y a la communion entre les athlètes et le peuple réunionnais, et ils vivent vraiment la course avec eux. Vous posez des questions, vous allez les voir sur les courses, et Courtney de Walter, toujours sympa, toujours bienveillant, toujours ok pour répondre à des questions. C'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas elle a été top. Et vous avez des interviews mais complètement dingues avec Courtney qui est en train de courir, répond à vos questions. On voit ça qu'à la Réunion, c'est incroyable. Et vous avez eu probablement l'interview, et on l'a repassé là. Alors il faut que tu expliques, tu expliques un peu à nos auditeurs. Alors on a une équipe de 30 correspondants qui sur les 165 km 500 de la Diagonale des Fous, mais aussi sur les autres courses. Et la course, elle est quadrillée. Elle est quadrillée de façon intelligente pour faire en sorte que tous ceux et celles qui viennent sur RER à l'île de la Réunion, mais on a beaucoup de personnes qui nous écoutent aussi à
au national et à l'international pour vivre cette course de façon millimétrée. Et donc une préparation intelligente par rapport aux points et aux dispositifs de l'organisation. Nous avons nos tops intermédiaires. Par exemple, nous avons un top intermédiaire sur le col du Taibit, insolite, où notre gars part avec sa tante dormir le soir sur le col et il fait ce top-là et on fait la différence entre le pied du Taibit qui est à Sillaos et le sommet qui est entre Sillaos et Mafat. Alors le soir, il était minuit, 1h du matin, donc on suivait la course et Dada le tamponné, c'est Dada le tamponné, c'est son surnom. Oui, c'est son surnom. Il habite au tampon, c'est un passionné des courses de montagne et je crois que c'est un éleveur de vaches, donc nous c'est un local, voilà. Ce qui nous importe, c'est dis-moi si tu as la passion pour la montagne et ton île, et dans ce cas, tu intègres Radio-Est Réunion. Alors donc il part, il faisait froid, il me dit à un moment donné 4 degrés Celsius et il attend la première féminine, alors que Courtney Dauwalter faisait fort, elle était quasiment dans le top 10, et à un moment pointe une silhouette, une grande dame qui arrive et dit attention, il s'est préparé pour cela, pour accueillir Courtney Dauwalter. Et là vous êtes en direct. Et on est en direct. Vous êtes en direct. Voilà. Et il dit Dominique, attention, le dossard 1950 arrive, c'est l'américaine, la machine américaine arrive, Courtney Dauwalter, il s'apprête à accueillir Courtney. Et Dada, le tamponné qui ne maîtrise pas l'anglais, tout comme moi par ailleurs. Tout comme moi, c'est à de le dire. Sur ça, on a un point commun. Et là, il dit Hello, how old are you? Et là, on voit l'humanité de cette championne-là. Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il pose comme question? Voilà, how old are you? Poser la question en plein milieu d'une forêt. Elle souffre. C'est la nuit, au milieu de la forêt. Il y a un journaliste qui arrive. Quel âge tu as? C'est incroyable. Et Courtney dit, elle sourit et elle réplique, elle dit how old? Et lui, il réplique, il dit yes, how old are you? Et il dit how old? Et là, je réplique, je me dis attention, Dada, tu lui demandes son âge, il faut lui dire comment ça va. Il se rattrape et dit excuse-moi, how are you? Et Courtney continue à rire et prend à revers le journaliste de façon malicieuse et lui dit and you, how old are you? Et là il était ennuyé parce qu'il maîtrise pas l'anglais et il dit I am 54. C'est incroyable, mais on était là, on a écouté ça et on était fatigués, mais les rigolades, l'ambiance, nous on a tapé des fous rires, c'était même dangereux. Il y a des fois où on a dû se mettre sur le bas-côté parce qu'on roulait, on était tellement en train de rigoler des fois sur la franche camaraderie, sur l'ambiance de cette radio qu'on était obligé de s'arrêter parce qu'on rigolait trop pour conduire. Mais c'est vraiment incroyable. Et là, Courtney, une personne extraordinaire. Oui, là, on voit clairement. la patience qu'elle a. Elle a répondu, le sourire, il y a vraiment l'art et la manière. Et c'est ce qui caractérise aussi les grands champions. Nous, on était avec Kilian Jornet à l'UTMB. On a reçu aussi Kevin Meyer. C'est des gens, ils ont une profonde humanité. C'est des grands champions, mais foncièrement, ils aiment les gens, ils aiment les humains. Et voilà, Kilian Jornet, Courtney Dauwalter, on voit que le peuple réunionnais l'adore, ils aiment ce tempérament-là et ils sont vraiment ici chez eux. Tout à fait. Et ça s'est fait avec Kilian Jornet, parce qu'il était aussi sur RER avec nous. Et Courtney Dauwalter et Patrick Montel faisaient état de cela. À un moment donné, elle s'est arrêtée en voyant dans Mafat une femme avec son bébé traverser une rivière. Et il y a eu une transmission entre Courtney et cette Mafataise sans que l'une ou l'autre dise un mot. Et ça, c'est fort, ça. Et l'image de la femme, et je disais ça à Patrick, trop souvent écornée dans notre société, est rétablie par ces grands champions-là. C'est tout simplement magnifique. Et nous, on va sur les sensations. On regarde le podium numéro 1, Beñat Marmisol, numéro 2, Jean-Philippe Tchoumi, et 3, et ainsi de suite. Mais au-delà de la rigidité de l'ordre préétabli, il y a tous les faits de course. On était, nous, entre Marmisol et son dallon, Jean-Philippe, pour dire qu'ils se sont liés d'amitié dans Mafat. Et l'année dernière, on a fait le mariage de Daniel Young et Ludovic Pomeré. Ils se sont mariés. Ils ont un lien, mais Minou le disait, Beñat. Maintenant, ils se connaissaient pas très bien et maintenant, c'est vraiment des frères du sang, quoi. Voilà. Et à un moment donné, Jean-Philippe Tchoumi dit non,
je souhaite que le plus fort gagne, le plus fort c'est lui. Et Beñat réplique en disant d'accord, je vais peut-être gagner, mais je vais gagner avec toi. Donc là on a compris que voilà, il y avait quelque chose qui se tramait. Donc il passe la boule de Colorado, il rentre dans le dernier sentier, on positionne un correspondant à la sortie au niveau du Pont Vincennes, et qui sort? Beñat 15 minutes avant l'autre. Donc et Tchoumi nous dit par la suite c'était calé d'avance. Et vous voyez ces valeurs que véhicule le sport sont fortes et nous ça c'est notre oxygène. Écoute, ça a été un plaisir de te recevoir, ça a été un plaisir d'écouter toutes ces petites anecdotes. Moi, je suis ravi, c'est important aussi. Moi, je le dis, voilà, si vous voulez vivre, voilà, quand on arrive à l'île de la Réunion, si des fois il y a des personnes qui veulent courir, qui veulent assister ou même qui veulent suivre, parce qu'on peut vous écouter à l'international, écoutez, branchez Radio RER, vivez la course vraiment comme on la vit ici. C'est important aussi, je pense, nous on l'a fait, mettre en avant les coureurs locaux, parce que voilà, il y a une telle richesse, il y a énormément une densité, il y a beaucoup de très grands coureurs réunionnais. Vous avez c'est une petite île, mais il y a énormément de talent, et c'est important de les mettre en avant. Écoute, merci infiniment. Merci à vous. Je te retiens pas plus longtemps parce que je sais que voilà, t'es fatigué, que t'es encore beaucoup demandé. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Merci. Ça a été un plaisir de t'avoir ici. Avec plaisir, et à l'année prochaine. À l'année prochaine avec grand plaisir. Allez, bye. Je vous propose maintenant de recevoir Manu du site One Iron. Il nous a prévu une superbe chronique. En plus, c'est son anniversaire aujourd'hui. Alors, de toute la part de l'équipe de Dans la tête d'un coureur, je te souhaite un très bel anniversaire, Manu. Manu, comment est-ce que ça va ? Eh ben écoute, ça va. 25 ans aujourd'hui. Pour l'instant, ça se passe bien. Donc, je suis content. 25 ans au carré ? Ouais, c'est presque ça. Puissance 2. Manu, alors aujourd'hui, je crois que tu vas nous proposer une chronique qui est très appréciée puisque c'est un top. Le top 3 des produits Ultra Trail, enfin des chaussures d'Ultra Trail les plus vendus sur le site iron.fr, qui est le premier site de running, trail, running, fitness. Donc ça sera assez représentatif du marché en France. On va commencer, pour faire un peu de suspense, par le troisième, et on va remonter jusqu'au premier. Quelle est la troisième paire la plus vendue en Ultra Trail sur le site iron.fr ? Je t'écoute. Alors, le troisième du classement, c'est la franchise Trabuco de chez ASICS. Donc, on a là-dedans, dans cette franchise, j'ai inclus la Trabuco Max qu'on avait présentée lors de sa sortie en mai 2021 dans le podcast. Et également la Trabuco 10. Donc voilà, c'est des chaussures très confortables avec un excellent grip. Donc pour encaisser les plus de 160 km de diagonale, cela peut être un très bon choix. Donc une ASICS pour la première. Quelle est la deuxième ? Alors la deuxième, c'est la surprise un petit peu. C'est un modèle déjà qui est très éprouvé, très confortable, très solide. C'est la Brooks Cascadia 16. Et dans ce modèle 16, il y a une petite nouveauté. On trouve une plaque, alors non pas une plaque de carbone pour aller plus vite, mais une plaque de protection qui s'appelle la Ballistic Rock Shield. Elle se trouve sur l'avant du pied et elle se trouve entre la semelle d'usure et la semelle intermédiaire. Et elle va permettre de protéger le dessous du pied contre les cailloux qu'on va rencontrer sur les chemins. Donc, belle petite nouveauté. Ah, ça fait plaisir de voir une Brooks. Alors c'est une marque qui fait de plus en plus fureur. Moi je la connais bien sur la route, mais je sais que maintenant elle a de plus en plus de grosses ambitions sur trail. D'ailleurs sur l'UTMB ils avaient une équipe, et peut-être qu'on en reparlera d'ailleurs dans un autre Iron Live. Manu, maintenant on veut savoir le premier. C'est quoi là, l'article le plus vendu, le best-seller ? Alors sans grande surprise, on va retrouver la marque Oka. Alors peut-être que vous pensez que la plus vendue c'est la Mafate Speed qu'on va retrouver, qui est emblématique de la Réunion puisqu'elle a une histoire là-bas. Mais non, en fait, c'est la Speedgoat 5 qui est sortie il n'y a pas longtemps. Alors voilà, il y a semelle Vibram, gros amorti, donc vraiment, c'est vraiment idéal pour faire des trails très longs comme la Diagonale des Fous. Et alors, petite anecdote, la Speedgoat ne s'est toujours pas appelée la Speedgoat, c'est-à-dire avant elle s'appelait la Rapa Nui, et en fait c'est le marketing qui a changé suite au rachat de Oka par son actionnaire américain Deckers, et donc voilà, la Speedgoat s'appelait avant la Rapa Nui, et le modèle 5 qui vient de sortir fait un carton de vente. Pas de Mafate alors finalement ? Eh ben non, parce que je pense que effectivement la Mafate Speed 4 se vend aussi très très bien, mais elle est pas dans le top 3, on va dire.
Et bon, voilà, mais parce que la Rapa Nui est peut-être un peu moins massive, donc je pense que la Mafate Speed, elle s'oriente plus sur des coureurs avec un peu plus gros gabarit, mais Mafate Speed, on peut toujours faire la Diagonale des Fous avec, ça c'est une question de sensation. Et puis si vous voulez en savoir un peu plus sur la marque Hoka, je vous invite à écouter notre épisode L'incroyable histoire de Hoka. On a fait toute une série autour de l'histoire des marques. Vous allez voir, en plus c'est l'un des épisodes qui a le mieux marché, c'est très divertissant et on apprend plein de trucs, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Manu, moi je suis surpris, tu nous as parlé de ASICS en 3e, Brooks en 2e, Hoka en 1er sur les chaussures de trail, et il n'y a pas de Salomon. Attends, Salomon, c'est quand même normalement... C'est-à-dire que dans le top 3 des chaussures d'ultra le plus vendu, on trouve pas de Salomon. Putain, moi je suis surpris. Alors, oui et non. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a des changements de gamme en ce moment chez Salomon. Et du coup, on est là où on a fait le top. Finalement, on est dans un petit creux. Et en fait, celle qui marche très très fort, c'est la nouvelle Speedcross 5 qui vient de sortir. Donc, il y a eu beaucoup de ventes sur ce modèle-là chez Salomon. Mais par contre, pour de l'ultra, c'est pas vraiment un modèle qui est taillé pour l'ultra. C'est plutôt un modèle qui va être idéal sur des formats beaucoup plus courts et où il y a beaucoup de boue. C'est vraiment la Speedcross, c'est le modèle de boue par excellence. Par contre, le modèle qui, je pense, va repermettre à Salomon de rentrer dans ce top 3, c'est le modèle que vous avez tous vu, mais que pour l'instant, vous n'avez pas pu acheter. C'est la Salomon S-Lab Genesis. Vous l'avez vu vous, puisque en fait Courtney de Walter gagne la Diagonale des Fous avec ce modèle. Et vous l'avez aussi vu au pied de Mathieu Blanchard, puisqu'il fait 2e sur l'UTMB avec la Salomon S-Lab Genesis. D'ailleurs, on peut parler aussi de la chaussure de Beniat, notre grand vainqueur de l'édition 2022 de la Diagonale des Fous. Et il portait des ASICS. Alors, ça fait plaisir de revoir ASICS un peu au devant des pelotons de coureurs, puisque depuis, c'est vrai, en tout cas, moi j'ai l'impression, même si je suis pas un spécialiste de la chaussure, que depuis le départ de Xavier Thévenard, c'était un peu poussif. Là, ça fait plaisir de les revoir. Ouais, effectivement, Beniat, il court avec un modèle, alors qui sera pas dans le top des ventes, parce que c'est vraiment un modèle très orienté élite, très léger, donc il faut avoir du pied et puis il faut avoir un poids relativement convenable, on va dire. Et donc il court avec le modèle Fujilight 3. D'ailleurs comme Sissi, hein, elle court également avec ce modèle, et puis elle nous en avait parlé dans le podcast qu'on avait fait, je crois, mai 2021 là, dans ces eaux-là. Donc vous pouvez réécouter ce podcast qui va vous parler de la Trabuco Max et puis de ce modèle Fujilight. Merci infiniment Manu, voilà, l'ambiance commence à monter sur cette Diagonale des Fous. Je tiens à remercier également toutes les équipes de Sunday Night Productions pour l'organisation de cette émission, mais aussi tout le suivi live, parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire. Lauriane, Nolwenn, Justine, Pierre-Emmanuel, et puis voilà, merci infiniment d'avoir rendu ce bel événement possible. Je tiens également à remercier l'Office du tourisme de l'île de la Réunion, Natacha, Julie, Maëlle, Linda, Sarah, pour leur accueil et d'avoir rendu tout simplement ce programme possible. Ils ont été d'un très grand soutien, et bien sûr également merci aux équipes du Grand Raid pour leur accueil, et puis au peuple réunionnais, parce qu'on a vécu une épreuve absolument fantastique. Rendez-vous dès vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un coureur. À très vite.